Dans une entreprise, à un moment donné, je pense qu'il est important de discuter, puis c'est crucial, surtout au Québec, là, on a tellement de PME, de discuter de la transition d'une entreprise. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être une reprise familiale? Est-ce que ça va être une vente? Il faut qu'il y en ait un plan de reprise. C'est essentiel. S'il n'y a pas de plan de reprise, l'associé principal, un des actionnaires tombe malade, il n'y a pas de plan de relève. Fait que c'est à ce niveau-là qu'à un moment donné, on a initié la discussion de « Hey, c'est quoi le plan de relève? Est-ce que tu en as un, papa? » T'sais, vers quoi tu vas? Est-ce que tu veux vendre parce que tu veux cacher, comme on dit en bon québécois, puis splitter ça dans ta famille? C'est quoi ton plan de relève? Puis là, c'est devenu très clair qu'il voulait que ce qu'il avait créé continue. Alexandra Berson, vous êtes la propriétaire de l'entreprise Oberson, une société dans le commerce de détail qui se spécialise dans les accessoires de plein air. Fondée par ton père Maurice en 1963, l'organisation possède maintenant plus de 200 employés en haute saison et continue d'être un chef de file au Québec dans sa catégorie. Alexandra, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine, ça me fait plaisir d'être là. Et Alexandra, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Oberson, est-ce que ce serait possible pour toi de nous expliquer en détail qu'est-ce que fait votre entreprise, dans quoi vous vous spécialisez? Bien, premièrement, je suis copropriétaire parce que j'ai un associé que j'apprécie beaucoup, Daniel, donc je le mentionne d'entrée de jeu. Oberson, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on est un commerce spécialisé dans la vente de produits techniques, là, de ski, de planche à neige, de vélo. Donc, la particularité de notre entreprise, parce que c'est sûr que les gens connaissent bien Sport Expert, si c'est au Québec, c'est une chaîne, c'est une très belle chaîne qui est très multisport. Nous, notre particularité, c'est qu'on est spécialisé. Fait qu'on va offrir une superficie aussi grande, même plus grande que la plupart des commerces qui sont multisports, mais le conseil spécialisé de la personne qui connaît, qui pratique le sport. Fait que j'ai jamais un vendeur qui connaît pas du tout de quoi il parle. Ce sont tous des passionnés. Fait qu'on a réussi à faire en langage, dans mon industrie, on dit un core shop. On a réussi à faire la plus grosse des core shops. Vous êtes très spécialisé dans ce que vous faites et vous n'avez pas des vendeurs spécifiques, mais davantage des conseillers dans votre organisation. On est vraiment axé sur le conseil, puis je dis même que la marchandise qui est sélectionnée en magasin, c'est de la marchandise qui a été choisie. On vend des marques. C'est sûr qu'on a un petit peu de marque Oberson, mais tu sais, ce qu'on vend en grande majorité à 98%, ça va être des marques de commerce, mais ils ont été choisis parce qu'on connaît notre marché, on connaît les montagnes, on connaît qu'est-ce que les gens ont besoin, on connaît le climat. C'est sûr qu'on est pan-canadien maintenant avec le volet web. Fait que on a même une sélection de produits parce qu'on sait que ça va être plus adéquat pour l'Ouest. On sait qu'est-ce qui est plus adéquat pour la région de l'Est. Donc, tu sais, nos produits, c'est pas juste une sélection d'un catalogue au complet d'une compagnie, c'est vraiment des produits qui ont été sélectionnés parce qu'une fois testés, on considère que c'est les meilleurs produits rapport qualité-prix pour le client. Et je pense également, pour le mentionner à notre audience, vous avez une boutique à Laval, une à Brossard et, comme tu l'as mentionné, une présence en ligne qui ne fait que grandir année après année, je crois bien. Oui, effectivement. C'est sûr que on était content quand la COVID est arrivée d'avoir déjà un site web qui était bien en place. Et bon, l'histoire d'Oberson est assez fascinante parce qu'elle part de ton père qui est venu au Canada. Je pense qu'il vient de la Suisse, si je ne me trompe pas. Au meilleur de tes connaissances et peut-être même dans les soupers de famille quand tu étais jeune, comment ce lancement d'entreprise s'est fait? Comment qu'on t'a raconté un petit peu l'histoire que ça s'est mis en place? Ah, mais c'est quand même une belle histoire. C'est mon père, mon père est né en 1933, là, il a 90 ans. Il a pris le bateau seul à 19 ans, presque 20 ans, pour le rêve nord-américain. Fait que à la base, il s'en venait bûcheron. Quand il est arrivé ici, il s'est rendu compte que dans les années, tu sais, c'est 53 à l'époque, là, il y a bûcheron, non, pas tout à fait. Donc, tu sais, il est arrivé avec rien dans les poches. Là, tu sais, c'est vraiment quand on dit self-made man, mon père est pas mal à l'image de ça. Il est arrivé avec pas d'argent, il venait d'une famille qui était assez pauvre. Donc, il a enfilé, dans le fond, les petits emplois. Et sa première femme à l'époque, qui est pas ma mère, mais qui est la mère de ma sœur, ses parents avaient un magasin de souliers. Mon père a été comme employé. Puis, c'était un excellent skieur. Fait qu'il se faisait souvent poser des questions sur hey, quelle botte de ski je devrais acheter, quelle ci, quelle ça. Et ça a fait que dans le magasin de souliers, il s'est fait un petit backstore puis il vendait des bottes de ski aux clients qui venaient le voir. Fait qu'Oberson a commencé un peu comme ça, tu sais, backdoor, puis basé sur l'expertise que les gens venaient chercher, que mon père avait dans sa connaissance du sport. Donc, ça a commencé comme ça. Puis suite à ça, ben, il s'est rendu compte que ben, il y avait peut-être un potentiel. Il y avait
très grand élan entrepreneurial aussi. Donc, il a ouvert sa première boutique en 1963 à Cowansville. C'est vraiment, tu sais, c'est parti de rien, puis ça a commencé à grandir. Les boutiques Auberson, à leur plus fort, avaient une douzaine de franchises à travers le Québec. Une franchise qui a été rachetée par la suite par mes parents, par ma mère, qui était le bras droit de mon père pendant la grande majorité de l'histoire d'Auberson. Ils ont racheté le nom parce que là, ils voulaient faire vraiment des grandes surfaces. C'est le premier grande surface Auberson a vu le jour à Laval en 1994. On a eu le même principe quand ils ont décidé d'ouvrir sur la rive sud de Montréal au début des années 2000. Ça a été ça, c'est de faire une grande surface, de pouvoir offrir le maximum de choix aux clients, mais en gardant tout le temps cette approche-là qui était conseil. La personne qui va rentrer, là, elle ne se va pas vendre n'importe quoi. Quand on rentre dans notre magasin présentement, il y a pas loin de 200 bottes de ski sur le mur. Ça peut faire peur à beaucoup de clients, même à un conseiller qui vient de rentrer. Et c'est pour ça qu'on a de la formation, parce qu'on veut être fidèle à notre héritage, d'être capable d'offrir l'expertise. Et quand tu parles qu'il y avait peut-être une douzaine de franchises, c'était des plus petits magasins qui étaient davantage installés en région? Il y en avait partout. Il y en avait à Saint-Jean, il y en avait à Granby, il y en avait à Québec, ce qui était anciennement, ce qui est devenu par la suite la Vie sportive à Québec. On était un peu partout dans la province. Il y en avait à Gatineau. Mais le but, à un moment donné, était de dire, OK, mais là, c'est plein de petites boutiques. Chacun fait un petit peu sa sélection. C'est plus représentatif de ce qu'on veut donner, qui était vraiment un choix très, très grand aux clients. Que le client, il rentre, là, puis il a l'impression que s'il faisait 5 magasins, ben tout est condensé dans le même espace. Puis aussi d'avoir des conseillers qui sont assez passionnés pour être capables d'apprendre toute cette information-là. Fait que tu sais, c'est un peu, on le compare en restauration, c'est comme de la haute restauration, parce que tu sais, ce qu'on veut, c'est être pointu, être capable d'offrir vraiment le nec plus ultra, mais en même temps, on veut offrir aussi des skis de location pour des gens qui veulent mettre leurs enfants en ski à 4, 5, 6 ans. Fait que ça, on part vraiment, là, puis on veut couvrir toute l'étendue de la gamme avec nos clients. C'est fascinant. Et bon, toi, Alexandra, de ton côté, tu as rejoint l'entreprise au début des années 2000 et je lisais que je ne pense pas que c'était nécessairement dans tes plans de rejoindre l'organisation. Non, mais c'est ça, mon père, tu sais, on disait l'histoire, j'ai une grande sœur qui est du premier mariage à mon papa. Et j'ai un frère qui est de la même maman que moi. Donc, on est 3 enfants. Puis le magasin, c'était comme le 4e enfant en tant que tel, là. Dans le sens que mon père est de la génération que si tu es là, ben tu travailles. Donc, à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était 6 jours semaine. Il travaillait 6 jours semaine. À un certain moment donné, les magasins se sont mis à ouvrir le dimanche. Ben, il travaillait 7 jours semaine. Puis, pour mon père, il y avait l'espèce, non seulement il était de la génération quand tu te lèves, ben, tu t'en vas travailler. En plus, il était de la génération où est-ce que une relève, c'est un petit peu épeurant. On voulait pas trop en parler, on voulait pas trop le planifier. Puis il y avait l'espèce de statistique que les entreprises familiales, surtout au Québec, en 2 générations se perdent. Donc, chez nous, ça n'a jamais été quelque chose qui a été discuté. C'était tout le temps les enfants, faites vos études, étudier, ça vous prend un avenir. Ça sera pas nécessairement dans le commerce de détail, mais dans cette adversité-là, moi, je n'y pensais pas, mais en même temps, je pense que cette adversité-là, que c'était pas tout cuit, m'a permis de faire des études, de m'intéresser à plusieurs domaines. Puis, à un moment donné, ça a juste été un concours de circonstances. Ils ont décidé d'ouvrir à Brossard. Ils m'en ont parlé. J'ai eu comme un petit pincement au cœur de « Ah, vous ouvrez une boutique », puis qui était comme, dans le fond, le 4e enfant. Là, vous ouvrez quelque chose, puis vous en avez pas parlé à nous, vos propres enfants. Fait qu'il y a eu ce petit pincement-là. Moi, j'étais pas super heureuse dans mon emploi à l'époque. Là, je faisais de la recherche marketing. Tu sais, c'est ça dans quoi j'avais étudié. Mais tu sais, d'être tout le temps dans un bureau à cruncher des chiffres, j'ai vraiment eu un appel de dire « Hey, ben là, ils ont besoin d'aide. Ils me le disent qu'ils ont besoin d'aide, je vais sauter. » Fait que j'ai décidé de laisser une bonne job de bureau bien payée pour venir vendeuse chez Auberson sur le plancher dans leur nouvelle boutique de Brossard. Puis je peux dire que mon père, c'était pas tellement de l'époque que tu payes bien tes employés. Donc, j'ai vraiment fait un saut en me disant, mais je veux retourner dans cette industrie-là, c'est ma vie, c'est mon enfance. Je connaissais tout l'écosystème, les reps, les compétiteurs. Tu sais, c'est une grande fraternité, là, l'industrie du ski. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des magasins qui sont en compétition, mais en même temps, quand on se rejoint le soir ou quand on va skier ensemble, on est une grande famille. Fait que j'avais le goût de retourner vers ça qui était comme dans mon ADN. Fait que oui, je suis arrivée un peu par erreur.
Ce n'était pas quelque chose que mon père souhaitait, que ses enfants prennent la relève non plus. Mais je pense que maintenant, il est extrêmement fier de moi et Daniel, même si Daniel, c'est pas mon frère, là, c'est mon associé, qu'on ait pu prendre la relève de cette entreprise-là, puis que ça reste un fleuron québécois. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Daniel Lécuyer, qui était le bras droit, qui est ton associé, qui était le bras droit, je pense, de ton père pendant plusieurs années. Là. Ah oui, lui est vraiment plus vieux que moi. Il a travaillé. Mais je blague. Daniel, peut-être une douzaine d'années de plus que moi, mais il a travaillé. En fait, lui, il est sorti du cégep, puis il est rentré chez Auberson, puis il n'a rien fait d'autre. Wow. C'est quelqu'un d'extrêmement respecté dans l'industrie. Il est là depuis toujours. Il a, comme moi, gravi les échelons. Il est rentré employé, il est tombé gérant. Après ça, bras droit de mon père, acheteur. Donc, tu sais, mon associé, on se connaissait très bien parce qu'on a travaillé longtemps ensemble. On savait comment chacun travaillait. On savait que les deux, on était des travaillants, ce qui est important dans le commerce de détail parce que c'est une industrie qui est quand même difficile. C'est du 7 jours semaine, c'est des soirs. C'est beaucoup d'employés à temps partiel. On savait que les deux, on était capables d'embarquer dans une entreprise qui était demandante ensemble. Fait que c'est pour ça que le mariage que j'appelle là, d'associés s'est fait assez facilement à cet égard-là. Puis on était aussi très complémentaires. Puis en même temps, on n'a pas toujours la même vision. Moi, j'aime ça être dans une relation d'actionnariat où est-ce qu'on va se challenger. Là, que tu sais, c'est pas un long fleuve tranquille. On va être capable de tu sais quoi, je suis pas d'accord avec toi, puis voici pourquoi. Puis là, on va se poser des questions, puis on va pousser la décision jusqu'à temps que ça soit une décision commune qui est la meilleure possible. J'aimerais revenir un petit peu à ton arrivée à la succursale de Brossard. Tu le mentionnes, ton père a travaillé excessivement fort, il a fait des sacrifices assez importants, traversé les océans, il s'est installé ici, travaillé dans des organisations jusqu'à finalement pouvoir fonder sa propre entreprise, travaille tous les jours. Quand tu rentres, toi, dans l'entreprise, est-ce que tu sens que tu dois prouver à ton père que tu as ce qu'il faut pour faire le travail qu'on te demande et peut-être gravir les échelons? Parce que tu l'as vu toute ta vie travailler excessivement fort. Tu dois sentir que toi, tu as quelque chose à prouver également, là. Absolument. Puis la petite fille en moi encore sent encore qu'elle a quelque chose à prouver à son père. Quand on parle du magasin, puis on va souper chez mes parents, encore une fois, tu sais, je veux lui montrer que ça va bien, je veux lui montrer qu'est-ce qu'on a développé. Fait que oui, ce sentiment-là de devoir travailler fort, je l'ai toujours eu. Oui, parce que ça a été mon exemple. Puis tu sais, je crois aussi qu'il faut prêcher par l'exemple. Moi, je suis dans un commerce de détail, puis tu sais, il y en a qui disent faut pas que tu dises c'est ta famille, il y en a qui disent qu'il faut que ça soit une chambre de hockey. Tu sais, on a toute notre vision de qu'est-ce qu'est un écosystème d'entreprise, mais pour moi là, c'est si moi je travaille pas à la hauteur de ce que je trouve qui est acceptable, je ne vois pas comment les gens qui travaillent avec moi, mes collègues, vont pouvoir donner leur 100%. Dans un commerce de détail, oui, il y a des soirs, oui, il y a des fins de semaine. Je vous dirais que le 3/4 de l'année, je fais tous les dimanches dans la boutique de Brossard pour être là, pour travailler avec eux parce que c'est difficile, puis c'est ça le commerce. Si t'es pas là, si tu restes dans ton bureau, si tu ne les écoutes pas, t'auras jamais le rendement, puis on va avoir en fait un turnover qui est tout le temps là dans le commerce de détail. Nous, c'est ce qu'on veut pas. C'est tellement long de former quelqu'un là pour qu'un vendeur puisse vendre la bonne botte de ski avec un mur comme on a, ou le bon ski avec la sélection de produits qu'on a, ou le bon manteau avec toutes les technologies qui existent. Et ces gens-là, il faut les former. Puis, ils sont meilleurs avec le temps. Fait que notre grande force, c'est justement de garder notre monde très longtemps. On doit avoir un âge moyen d'à peu près 8 à 10 ans d'expérience. J'en ai que ça fait 28, 30 ans qu'ils sont avec nous. Quand les gens rentrent, c'est comme, souvent, il y a les étudiants, mais les étudiants, on va les garder. Tu sais, si tu veux devenir ingénieur, je comprends bien que tu finiras peut-être pas dans le commerce de détail, mais je vais te garder tout ton cégep, toute ton université. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Puis il y en a des fois qui ne pensaient pas qu'il y avait un avenir dans le commerce de détail, puis une fois qu'ils travaillent chez Auberson, mais ils se disent eh bien, il y en a un avenir. Je peux être bien payé, je peux bien gagner ma vie, avoir des enfants, une auto, une maison. Fait que tu sais, c'est un petit peu cet écosystème-là qu'on veut donner pour que les gens restent, mais il y a aussi l'exemple qui vient d'en haut. Si moi je travaille pas ou si moi je suis pas là, ben écoute, le soir puis la fin de semaine, il y a personne qui va vouloir se donner ou faire l'extra mile de dire ah ben tu sais quoi, c'est la semaine de Noël, il faut travailler, il faut rentrer, c'est là que les clients sont. Moi, mes enfants, ils le savent, j'ai 3 enfants. J'aimerais bien ça que maman soit en congé comme toutes les mamans entre Noël et jour de l'an, mais maman travaille. Pourquoi? Parce que les clients sont là, puis ce que je demande aux gens de donner, mais il faut que je le donne un peu moi aussi.
Fait que, oui, cette pression-là, je l'ai eue de mon père, mais je pense qu'elle est nécessaire pour garder le type de commerce. C'est quand je disais c'est un ski shop, là, c'est une shop. Si on veut garder ça, mais il faut que tout le monde travaille sur le même plancher. Et bon, tu fais différents emplois dans l'entreprise. Littéralement tous les emplois. Tu as fait de la vente, tu as fait de la direction, tu as fait de la gestion d'employés. Est-ce que pour ton père et peut-être même pour toi, vous sentiez que c'était essentiel que tu touches à littéralement tout? Ou peut-être même, je te poserais la question à toi, est-ce que tu sentais personnellement que c'était obligatoire que tu touches à littéralement tout avant d'ouvrir les discussions ultimement avec ton père pour peut-être reprendre l'entreprise? C'est comme si ça s'est fait sans jamais penser je vais reprendre ça. Je me suis toujours dit hey, j'ai un diplôme universitaire, je peux retourner tout le temps sur le marché du travail. Là, j'ai du plaisir, je suis là, j'étais dans le moment présent, puis on bâtissait quelque chose. Mon père était quelqu'un qui était actionnaire unique, là, même si ma mère était son bras droit, il a contribué à son succès. C'était quelqu'un qui prenait ses décisions unilatéralement, mais en même temps, quand tu avais des projets, pouvait te laisser beaucoup de latitude. Fait que j'étais pas dans travailler pour dire je vais reprendre cette business-là, mais hey, on peut-tu lancer un site web? Hey, on peut-tu faire des médias sociaux? C'est toutes des choses qui, pour lui, étaient un petit peu décalées, peut-être avec sa génération, qu'il m'a permis de mettre en place puis qui me permettaient de me réaliser. Mais dans une entreprise, à un moment donné, je pense qu'il est important de discuter, puis c'est crucial, surtout au Québec, là, on a tellement de PME, de discuter de la transition d'une entreprise. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être une reprise familiale? Est-ce que ça va être une vente? Il faut qu'il y en ait un plan de reprise. C'est essentiel. S'il n'y a pas de plan de reprise, il y a plein de compagnies qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas eu de plan. L'associé principal, un des actionnaires tombe malade, il n'y a pas de plan de relève. Fait que c'est à ce niveau-là qu'à un moment donné, on a initié la discussion de hey, c'est quoi le plan de relève? Est-ce que tu en as un, papa? T'sais, vers quoi tu vas? Est-ce que tu veux vendre parce que tu veux cacher, comme on dit en bon québécois, puis splitter ça dans ta famille? C'est quoi ton plan de relève? Puis là, c'est devenu très clair qu'il voulait que ce qu'il avait créé continue. Donc, de ne pas être acheté par un fonds d'investissement, comme il y en a plusieurs qui ont été achetés, puis que ça perde la nature de la shop au berçon, que ça perde la nature de ce qu'il avait créé. Donc, c'est là qu'est venue la discussion tranquillement de hey, moi, je le reprendrais pas seul, je le reprendrais avec Daniel. Parce qu'on est, comme je disais, on est complémentaires, on se challenge, on connaît différentes facettes de l'industrie. Puis je pense qu'on est capable de faire grandir encore tout ce que tu as construit, là, à partir de où est-ce que tu as construit. Ce que nous, on a ajouté avec les années, on est capable de faire grandir ça un petit peu plus loin. Évidemment, à l'époque, ni moi ni lui, parce que je le disais, mon père était pas tellement quelqu'un qui payait très, très cher. Il disait à l'époque, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu travailles ailleurs que chez nous. Fait que c'était un petit peu ça, sa mentalité, alors que, tu sais, ça a changé quand j'ai repris parce que moi, je tiens à ce que les gens aient un avenir puis qu'ils puissent rester chez nous longtemps puis que, tu sais, qu'ils soient pas juste retenus par la passion du ski, mais aussi parce qu'ils peuvent avoir une vie puis que le commerce de détail, c'est quoi, c'est une industrie dans laquelle tu peux travailler puis c'est pas vrai que c'est une sous-industrie ou c'est un sous-métier. Tu sais, il y a souvent une espèce de regard de haut de plusieurs personnes, comme le commerce de détail étant une porte d'entrée, un emploi à temps partiel. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que tu peux faire ta vie dans le commerce de détail et très bien vivre. Fait que j'ai changé un petit peu cette perception-là. Mais bref, à l'époque, on n'avait pas les moyens, ni moi ni Daniel, de racheter. Donc, ça a été comme un peu un rachat à même les profits de l'entreprise, tranquillement, qui s'est effectué avec mon père. Tu sais, ça, on l'a vraiment structuré parce qu'à un moment donné où est-ce que tu dis, OK, ben si on commence à rentrer, ben il faut mettre une ligne, il faut évaluer l'entreprise, il faut savoir combien on la paye. Puis c'est là que une fois qu'il était prêt à faire cette transition-là, on s'est entouré d'experts. Parce que moi, la dernière chose que je voulais, là, c'est je le dis, là, j'ai un frère, une sœur, je suis proche de mes parents, j'ai travaillé avec mes parents une grande partie de ma vie. J'ai moi-même 3 enfants. J'ai le goût que mes enfants ils voient mes parents. J'avais juste pas le goût que ça finisse en chicane, comme j'avais plein d'amis entrepreneurs avaient vécu. Fait que pour moi, la clé, puis pour Daniel, c'était entourons-nous d'experts, chacun de notre côté. Comme ça va se faire dans le respect. Tu sais, acheter une entreprise, c'est sûr que c'est des chiffres, c'est de la finance, mais quand tu rachètes une entreprise familiale, il y a tout le volet émotif qui rentre.
la valeur sentimentale que le propriétaire a pour son entreprise. Les sentiments de ben moi je suis pas d'accord avec toi, mais là je veux quand même être capable d'aller souper chez vous en fin de semaine, pas là, je veux pas qu'on chicane. Fait que tu sais, c'est les experts, ils permettent dans le fond de venir faire le buffer pour être dans les chiffres, dans les faits, puis enlever les sentiments qui sont très importants dans une transaction familiale. On a besoin d'arbitre et c'est important de le mentionner pour notre audience aujourd'hui. Tu as racheté l'entreprise. Elle n'a pas été léguée. Donc, ça, c'est très, très important de le mentionner. Non, puis tu sais, on l'a vraiment racheté à sa juste valeur, même peut-être un petit peu plus, parce que justement, moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin, ça a été très long, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, ben là, il faut que ça se passe parce que sinon, ça arrivera pas, là, puis ça traînasse. Fait que à un moment donné, on a fait, OK, ben là, on a la valeur de la compagnie, on va aller à la banque, on va faire un montage financier, puis on va te racheter au complet. Puis honnêtement, il était prêt. Là, c'est raconté rapidement, mais tu sais, ça s'est fait sur 4 ans. Là, on a commencé les discussions en 2016, puis on a racheté en 2020. Et c'est ça que je trouve totalement fascinant. C'est une des premières fois que je vois ça. Tu as racheté des parts de l'organisation en 2016 et la transaction s'est terminée en 2020. Donc, moi, j'aurais 2 questions pour toi. La première, c'est quand les premières actions de l'organisation, tu les achètes avec Daniel en 2016, est-ce que c'est déjà dit que la majorité de l'entreprise va être achetée? Et en sous-question, pour quelle raison ça a pris autant de temps? Nous, on n'avait pas la mise de fonds nécessaire à l'époque pour faire un montage financier puis aller chercher puis acheter. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on rachetait à même les profits de l'entreprise selon une entente préétablie avec mon père. Après ça, il reste qu'il est l'unique décideur parce qu'on rachète, mais on a des parts, mais tant qu'il reste majoritaire, il est 100% décideur. Fait que c'est sûr que à certains égards, ben, il peut faire des choix. OK, mais non, mais on va aller acheter un close-out, on va racheter c'est ce qui fait en sorte que notre commerce de détail est florissant. C'est qu'on est capable d'aller acheter en volume pour être capable de revendre puis continuer à faire une marge de profit puis d'offrir des super bons rabais aux clients. Ce qui a toujours été une force au Berson. On a le produit super haut de gamme, niche, qui vient de sortir sur le marché, mais on a aussi le produit en super vente pour le client de masse. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu peux pas décider, là, t'es pas le CFO de la patente, ça devient plus long. Tu peux étirer un rachat sur plusieurs années. Fait que est venu le temps à un moment donné qu'il fallait que moi, selon mon plan de croissance pour le web, il fallait réinvestir dans le web. Puis là, j'ai senti mon père un petit peu frileux. Là, j'ai dit, hey, papa, sais-tu quoi? Je pense que là, tu as raison. Toi, tu es rendu, écoute, à l'époque, il y avait, je pense, 85 ans, là, proche. Là. J'ai dit, papa, t'es 80, un petit peu moins. Et j'ai dit, t'es rendu là à pas vouloir risquer tes billes dans un projet que tu maîtrises pas. Je te comprends. J'ai dit, donne-moi 4 mois. Moi, je vais me retourner, je vais faire un montage financier, je vais aller préparer, on va faire le pitch à différentes banques. Puis, on va trouver un scénario peut-être qui va te permettre de te racheter d'un coup. Puis, tu n'auras pas à risquer des billes pour un marché que je dis pas qu'il ne croyait pas, mais en même temps, un marché qui était très loin de ce qu'il était habitué de dealer. Tu sais, lui, il était habitué d'être là puis d'être avec le client. Tu sais. Fait que ce qu'on a fait a porté fruit. On a réussi à se trouver une institution financière qui était contente d'investir avec nous dans ce projet-là. Puis, on a réussi à racheter en janvier 2020. Puis 2 mois après, tout fermait pour la COVID. Tout fermait, tu as eu... Méchant bon timing, parce que en t'écoutant parler, ton père avait l'air d'être un fin négociateur, de vouloir mettre une certaine valeur à l'entreprise et force est d'admettre que le volet du plein air, en mars, avril, mai 2020, a connu une effervescence assez artificielle, on va dire ça comme ça. Ben, au début, non, parce que ce qui est arrivé au début, là, c'est que, on a fermé d'avance, nous. Tu sais, moi, je sentais mes employés plus à l'aise à servir les clients dans le magasin. Là, il faut se remettre au mois de mars. Là, on vient de la relâche, tout le monde est malade, il y a du monde qui meurt partout dans le monde. On nous dit de pas porter des masques. Nous, on est en contact client. Là. Il n'y en a pas de télétravail. T'es one-on-one. Puis l'habitude des clients, c'est que si j'ai une petite grippe, qu'est-ce que je fais? Je vais magasiner ou je vais au centre d'achat. Fait que là, je sens à un moment donné que mes employés sont plus à l'aise à vendre. Fait que là, je dis à mon associé, je pense qu'il faut, par prévention puis par souci de santé pour nos employés, je pense qu'il faut fermer. Fait que nous, on a fermé 4 jours avant que le gouvernement annonce une fermeture complète. Mais quand le gouvernement a annoncé une fermeture complète, là, les stations de ski ont fermé. Là. Fait que là, moi, je vends des produits qui ne peuvent plus être utilisés. Fait que
oui, légère panique à bord du Titanic, et le gouvernement n'annonce pas. Est-ce que les ventes en ligne, parce que quand moi j'ai fermé d'avance, j'ai dit, on va pousser sur le commerce en ligne. On va dire, tu peux ramasser en magasin, on va être prêt, on va faire, tu sais, j'avais déjà l'idée du curbside pick-up, là. On va sortir le stock, les gens vont pouvoir arriver, puis on va juste faire du colis à l'auto. Mais là, quand ça ferme, il y a un flou artistique complet. Personne ne sait si les ventes en ligne vont pouvoir continuer. Est-ce qu'on peut avoir des employés qui travaillent dans les entrepôts? C'était une page blanche. On va se le dire, là, la COVID, là, c'était construire un avion en vol. Il y avait personne qui savait où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qui allait arriver. Moi, je faisais des calculs de, OK, mais là, je viens de m'endetter de quelques millions. Dans combien de temps je suis plus capable de payer mon payroll, puis il faut que je ferme les magasins, là. Fait que ça a été une période assez difficile émotivement, roller coaster émotif, en plus de gérer tout, là, les enfants qui sont pas à l'école, puis tout ce qui est arrivé dans la vie de tout le monde à cette époque-là. Mais oui, après ça, effectivement, la période COVID a été une période hyper faste pour ce qui était les commerces dans le plein air. Mais tu sais, hyper faste pour ceux qui étaient prêts. On avait la chance d'avoir un site en ligne qui était prêt, qui était fonctionnel. On avait déjà le ramassage en magasin qui était activé sur notre site web. Fait qu'on avait bâti des choses qui nous ont vraiment servi arriver à cette période-là. Ça devait être assez robuste, assez difficile à voir un petit peu le bout du tunnel de tout ça, parce que là, toi, de ton côté, comme tu l'as dit, ça l'a pris 4 ans de réflexion, d'analyse pour trouver le bon montage financier. C'est stressant. Tu prends des grosses décisions dans ta vie et finalement, tu prends la décision d'acheter l'entreprise. Je serais curieux de t'entendre ici. Quand l'achat est fait, ton père, il est complètement sorti à ce moment-là ou il reste un petit peu dans les opérations, il gravite autour? Est-ce qu'il est complètement sorti des opérations? Mon père est resté dans les opérations jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il sorte. Mais mon père allait prendre toutes les décisions importantes, il allait pouvoir mettre son veto, mais il nous laissait l'espace, on gérait les magasins. Fait que mon père, déjà à l'époque, prenait quelques mois de congé en Floride, rendu après l'hiver au mois de février, mars, avril. Fait qu'il pouvait disparaître sur de longues périodes, mais on savait qu'il fallait le consulter s'il y avait une décision importante ou un changement stratégique important à faire. Est-ce que il est tombé de travailler à tous les jours à plus du tout? Non. Il avait commencé à prendre un petit peu ses distances. Fait que nous, on gérait le magasin. Fait que quand la transaction s'est faite, pour moi, du jour au lendemain, ça n'a pas été une différence autre que là, je suis bien endettée puis je viens de mettre tous mes avoirs en garantie pour une boutique dans laquelle j'ai un plan stratégique auquel je crois dur comme fer, mais là, la COVID Tu peux pas l'exécuter. Ben, tu sais, là, quand on regarde maintenant, on se dit, OK, ben ça a été une belle affaire pour le milieu du plein air, la COVID. C'est sûr qu'on a eu des défis aussi avec les chaînes d'approvisionnement, mais on a eu des bonnes décisions stratégiques, on a eu une bonne planification, on n'a pas manqué de stock, fait qu'on a été, tout a été vraiment, là, tout a bien marché pour nous dans cette période-là. Fait que ça a été effectivement une période faste, mais dans laquelle il a fallu faire beaucoup, beaucoup aussi d'ajustements. Le fait qu'on était agile, proche de nos collègues de travail, qu'on est capable de leur demander de changer leur description de tâches momentanément, nous a beaucoup servi. Là. Nous, ça n'a pas été compliqué. Là. Dès qu'on a compris qu'on pouvait continuer à shipper, là, on a mis du monde dans le magasin, on piquait le stock dans le magasin, expédiait du magasin ou expédiait de l'entrepôt ou ramassage en magasin. Ça n'a pas été long. Là. On était très, très agile et très rapide là, à être capable de mettre en place une structure qui faisait en sorte qu'on n'a pas perdu plus que 2 jours de vente. Et bon, bien entendu, comme tu le dis, la COVID accélère les ventes. Le volet du plein air a clairement bénéficié de cette période-là. Mais quel était ton plan au moment de l'achat? Parce que bien entendu, quand on met autant, quand on risque autant, quand on va autant investir de notre temps, de notre argent, de notre stress personnel, on veut se faire un plan. Et je serais curieux de voir à quel point, 3-4 ans plus tard maintenant, le plan que tu avais s'est matérialisé ou finalement, ça a pris un petit peu plus de temps, les choses ont été faites différemment et il va peut-être se matérialiser dans les prochains mois, les prochaines années. Ben, mon plan, j'avais 2 gros axes. Là. Il y en avait un qui était de grossir les ventes en ligne, qui à l'époque était quand j'ai racheté, là, c'était peut-être 7-8% maximum, là, les ventes en ligne. Puis maintenant, c'est rendu comme 25% plus, puis probablement 30 bientôt. Donc, tu sais, ça, c'est sûr que la COVID a aidé, mais en même temps, on avait tout mis en place. On avait déjà toutes les fonctionnalités. Le site web était rodé. On avait un entrepôt. On avait des gens dédiés à l'entrepôt. Fait que, oui, ça a aidé. Qu'est-ce qui a changé? Ben, avant, l'entrepôt était vraiment juste
était une annexe de notre boutique de Laval. Fait que, ça faisait comme, je vais dire, 3000 pieds carrés. À un moment donné, pendant la COVID, on n'a pas eu le choix d'aller plus gros. Fait que, on a vraiment bâti un entrepôt. On a 15 000 pieds carrés d'entreposage en hauteur, puis en largeur, puis n'importe, là, c'est rempli. Fait que, oui, ça a accéléré. Moi, je voyais ça pas dans du 5 ans, mais peut-être du 7 à 8 ans qu'on ait vraiment une bâtisse dédiée pour les ventes web. Fait que ça a accéléré. L'autre axe qu'on voulait développer beaucoup, c'est le vélo. Parce qu'Auberson est très, très connu dans le ski, la planche à neige. On a une notoriété là, qui est enviable là, au Québec à ce niveau-là dans nos sports de prédilection. Mais moi, je suis une cycliste passionnée. Je fais du vélo de route à tous les jours. Je voulais développer le volet vélo beaucoup parce qu'il y a des changements climatiques, parce que les saisons se déplacent, parce que le vélo de montagne, qui est ce qu'on vend le plus encore dans notre mix vélo, est très, très proche des skieurs, des planchistes. Ça se pratique autour de la montagne. Ça faisait partie de notre ADN. Fait que ça, c'était l'autre volet que je voulais développer. C'est sûr que pendant la COVID aussi, ça a été fou, là. On a eu en plus beaucoup de belles opportunités quand les gens étaient frileux, savaient pas. Ben nous, on a racheté des lots de marchandises très rapidement. Fait qu'on a réussi à ne pas manquer de marchandises et à pouvoir vendre pendant ces saisons-là qui ont été plus difficiles au niveau de l'approvisionnement. Cette planification-là, elle a été accélérée. C'est sûr que je voulais aussi, moi j'avais beaucoup travaillé dans mes premières années là, quand au début du rachat sur l'image de marque, le marketing, qu'est-ce qui est Auberson, avoir vraiment le faire vivre à travers tout notre marketing. Ben ça, tout d'un coup, mon équipe marketing qui était comme proche de moi, mes écrivains, mes writers, l'équipe marketing, là, tout ça s'en va en télétravail. C'est un changement dans comment tu vis, comment tu communiques avec tes équipes. On était chanceux, on était déjà tous dans le cloud. Mais là, tu vois plus les gens physiquement. Fait que ça aussi, ça a été une grosse adaptation. Là, j'ai une portion de mes ressources que je suis obligée de faire venir en présentiel parce que c'est du commerce de détail. Mais tout ce qui est bureau avec qui, on parlait, ils venaient sur le plancher. Là, eux autres sont plus là, sont plus en présentiel. Fait que tout ça, ça a été une gestion aussi assez intense. Puis, une courbe de... moi, j'aime ça apprendre. Là. Je pense que dans l'adversité, puis quand ça bouge, puis ça change, puis quand tu as des contraintes, c'est là que tu apprends le plus. Mais là, on a eu une courbe de croissance d'apprentissage là, exponentielle. Ça a été des super belles années. C'est encore des belles années. On a encore des défis à gérer par rapport à ces années-là, ne serait-ce que la chaîne d'approvisionnement là, qui a été comme décalée. Là, les magasins ont été en rupture de stock. Là, la plupart des commerces de détail sont assis sur beaucoup d'inventaire. Fait que, il y a toute cette gestion-là. La gestion, le télétravail, là, les gens demandent aux ressources de revenir de plus en plus ou de faire 1 ou 2 journées semaine. Moi, j'ai la dualité. Il y en a quand tu travailles sur le plancher et tu es en conseil client, il faut que tu sois là. Puis là, tu as une partie de l'équipe qui vient comme 1 ou 2 journées semaine. Fait que tout ce sentiment de justice-là qu'il faut travailler, de dire, mais c'est des postes différents. Fait que c'est des changements, dans le fond, dans la façon de fonctionner qui perdurent aujourd'hui puis auxquels il faut encore s'ajuster puis il faut encore que les ressources s'ajustent. Fait que c'est de l'apprentissage constant. Et la sortie de la COVID, ça s'est bien géré de votre côté? À quel point qu'on a retrouvé une croissance normale, une dynamique normale, ou on a continué vraiment sur un vent d'accélération? L'accélération, on n'a pas la même croissance. On reste en croissance, mais on revient sur des bonnes années qui étaient dans le fond, notre forecast qui était pré-COVID, dans le fond. Fait que, je suis revenue sur qu'est-ce que j'avais comme plan stratégique à l'époque. Les années COVID, c'est sûr, là, les gens, ne peuvent plus voyager, ne peuvent plus aller au restaurant, il n'y a plus de rassemblement. Tu peux plus faire un party et être obligé d'aller acheter 10-12 bouteilles à SAQ parce que tu reçois chez vous. Les dépenses étaient limitées. Fait que les gens, ils dépensaient dans ce qui était possible de dépenser, le plein air. Nous, on est sortis de ça avec quand même une bonne gestion d'inventaire. On est chanceux, on n'a pas de vieux stock, on n'a pas de stock que tu appelles mort, là, auquel tu es pris parce que tu as acheté. On a pris la bonne décision de ne pas s'éparpiller pendant la COVID puis de ne pas tomber dans tout ce qui était les modes. Auberson, là, c'est ski, planche à neige, vélo. Je me suis pas mis à vendre des paddleboards. Fait qu'on on est resté fidèle à notre plan stratégique. On a pris la courbe de la croissance, on était content de la prendre parce que ça a explosé, là, les chiffres, mais on n'est pas revenu comme
on n'est pas revenu à un niveau pré-pandémie. On reste en croissance. C'est juste que la croissance, au lieu d'être de 40-50%, plus raisonnable. C'est 7%, ce qui est plus raisonnable. Alexandra, c'est toujours un gros défi pour n'importe quelle personne de reprendre une entreprise et souvent, on apprend des choses sur nous. On apprend des choses qu'on savait pas nécessairement qu'on était en tant que leader, qu'en tant que dirigeante. Avec du recul maintenant, ça fait quand même 4 ans bientôt. Peut-être vous allez fêter vos 4 ans que vous avez racheté l'entreprise, toi et Daniel. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous que finalement vous ne saviez pas que vous étiez comme dirigeant, comme personne même? Qu'est-ce que ces années-là jusqu'à maintenant vous ont appris en tant que dirigeant? Tu sais, comme je disais, mon père, il m'a appris qu'il faut travailler, il faut montrer l'exemple. Puis tu sais, ça, je suis contente de l'avoir encore puis de le faire encore à tous les jours. Moi, j'ai appris avec les équipes puis dans toute la gestion là, des difficultés puis les dépressions qui viennent avec la COVID. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon leader dans mon industrie à moi? Là, je vais parler de ce que je connais. C'est qu'il faut que tu fasses en sorte que tu donnes tous les outils à tes collègues pour qu'ils deviennent meilleurs. Fait que tu veux les aligner avec ta vision. Fait que tu veux garder ceux qui sont capables, qui ont la même vision que toi, qui comprennent ta mission, qui veulent aller dans la même direction que toi, puis de leur donner les outils, l'écoute, l'espace aussi, pour prendre des décisions, pour se sentir maître un peu de leur destin dans leurs tâches, pour qu'ils s'améliorent puis qu'ils deviennent meilleurs. Moi, on le dit tout le temps, là, moi puis mon associé, moi puis Daniel, on va toujours dire on est aussi bon que le dernier rentré. Fait que c'est ça. Le client, mon petit Green là, qui vient de rentrer, là, qui a 16 ans, là, ben, Auberson est aussi bon que le service que lui va donner. Puis, si on est aussi fort, puis on est aussi reconnu, puis on a encore un super bon succès, c'est parce que les gens avec qui on travaille sont bons. Fait qu'on leur donne les outils, on leur donne la formation, on leur donne l'écoute, on leur donne la rétroaction. Moi, je suis une partisane aussi de si ça marche pas, je vais te le dire. Parce que ce que tu laisses aller, c'est que tu le tolères. Fait que la communication, là, c'est ce qui est plus dur dans une entreprise, là, surtout quand tu travailles sur 7 jours. La communication, là, c'est comme notre cheval de bataille pour être sûr qu'on soit toutes sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est parfait? Non. Il y a tout le temps des places où est-ce que tu vas avoir oublié de dire quelque chose, mais est-ce qu'on veut être parfait? Oui, c'est ce qu'on vise. Fait que qu'est-ce que j'ai appris? Ben, que la communication qui, au départ, je me disais, je garde tout dans ma tête, je le sais, c'est mon plan stratégique, j'ai crunché mes chiffres, je suis une master de Excel. Ben, ça fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, là, faut que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, dans quelle direction on va, qu'est-ce que Daniel a dans sa tête quand il parle d'expérience de service client. Faut le communiquer. Fait qu'on a beaucoup plus de rencontres qu'avant pour être sûr qu'on est toutes sur la même page. Beaucoup plus, tu sais, avant, on faisait comme une rencontre stratégique aux 5 ans. Là, il y en a 2 par année pour qu'on prenne le pouls, on prenne l'opinion, que les gens se sentent utiles, qu'ils sentent qu'ils fassent une différence. Fait que le côté humain qui peut faire peur à bien du monde parce que ça peut être drainant, parce que pour bien du monde, faut être populaire, donc dire oui à tout, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est écouter, être juste, puis donner les bons outils. Et si on avait ton père qui rentrait dans vos magasins, peut-être qu'il le fait encore assez souvent d'ailleurs, Oui. et qui vous regardait travailler, toi et Daniel, de quoi tu penses qu'il serait le plus fier? Ben, je pense qu'il serait fier que quand tu rentres, t'as encore le feeling que ce vendeur-là, tu l'as vu il y a 1 an ou 2 ans quand tu es venu magasiner. Il serait fier que je travaille encore la fin de semaine. Il me dirait sûrement que je suis trop dans le bureau puis qu'il faudrait que je sois beaucoup plus sur le plancher. Ben, mon père n'avait pas de bureau du tout, mais c'est sûr que ça devient difficile à gérer des équipes, un site Internet si tu es juste tout le temps avec les clients. Honnêtement, le plus fun, c'est d'être tout le temps avec les clients. Mais si on veut une croissance d'entreprise comme on a fait dans les dernières années, ben des fois, il faut que tu t'occupes d'être sûr que ben, le site web n'a pas d'enjeu, puis que le système omnicanal, puis toute la technologie qu'on a mis derrière pour savoir les inventaires sont où, que tout fonctionne. Mais je pense qu'il serait extrêmement fier qu'on connaît nos produits, qu'on est capable de répondre à n'importe quel client sur le plancher, puis que le sentiment familial quand tu rentres en boutique est encore là. Fascinant. Et est-ce que tu penses que dans les prochaines années, les conseils que ton père t'a donnés vont encore être excessivement d'actualité ou tu dois de plus en plus t'entourer de d'autres types de personnes qui ont vécu des activités, des situations différentes pour t'aider à aller chercher un autre cap de croissance? Parce que
tu es dans une industrie qui change beaucoup. Si vos ventes en ligne représentent 30 de votre chiffre d'affaires, c'est littéralement un des 3 magasins, entre parenthèses. Quand Maurice était en charge, vous étiez une organisation, corrige-moi si je me trompe, spécifiquement québécoise. Là, maintenant, il y a de l'exportation qui se fait de manière pan-canadienne. Clairement, votre entreprise, vous devez la voir de manière un petit peu différente, j'imagine. Bien, assurément. Mais tu sais, en même temps, ce que je veux, c'est prendre cette expérience-là qu'on a en magasin puis être capable de l'amener justement dans le virtuel. Fait que tu sais, on a des conseillers qui vont répondre. Il y a des chats. Quand ça devient compliqué, bien, ça arrive sur le téléphone d'un vendeur en magasin. Fait que tu sais, on met la technologie en place pour que ce sentiment-là, on soit capable de le donner. Mais oui, effectivement, il faut que je m'entoure de gens qui ont des connaissances techniques que j'ai pas. J'ai pas étudié en informatique, j'ai étudié en commerce international puis en marketing, puis en psychologie. Fait que tu sais, il y a des choses que je dois aller chercher. Mon père était plus un one-man show, mais quand on a décidé de reprendre cette entreprise-là, on l'a fait un peu à nos termes, avec notre plan à nous. Moi, j'aime m'entourer. J'aime ça avoir un conseil aviseur autour de moi, avoir des personnes que je peux appeler, puis je peux poser des questions, puis qu'est-ce que tu en penses? J'aime ça être dans l'adversité. J'aime ça que quelqu'un pense pas comme moi. Fait que c'est sûr qu'on gère notre entreprise de façon très différente, mais notre objectif est différent aussi. Lui, il voulait être le plus gros spécialiste dans la grande région de Montréal. Moi, je veux être le plus gros spécialiste au Canada. Ça change totalement la dynamique puis la perspective de Ça croissance. change un petit peu comment on positionne tous les Bien pions, sûr. mais sur l'ADN d'Auberson, on veut rester la même chose. La qualité et le service client va rester au rendez-vous. Intéressant. Et parle-nous un petit peu de la suite, parce que là, vous avez passé à travers cette fameuse époque-là du COVID qui a donné une accélération clairement pour les commerces qui sont dans le domaine du plein air. Mais tu es jeune, tu as racheté une entreprise, tu as plein d'ambitions. J'imagine que tu dois voir la suite, tu dois avoir un plan clair de ce qui va se dérouler dans les 12, 24, 36 prochains mois. Assumant qu'il n'y a pas d'autres pandémies. Là. C'est sûr qu'on a tout le temps un plan clair. Ça se fait pas en claquant des doigts non plus de grandir une entreprise. Fait que oui, on travaille sur le volet technologique. Ça, c'est le plus facile parce que tu es capable d'avancer, puis tu as des KPI clairs. On veut grandir notre présence aussi, mais pour nous, ça va passer par des acquisitions, assurément, parce que c'est très compliqué d'ouvrir un commerce du jour au lendemain, parce qu'il faut que tu trouves la main-d'œuvre, faut que tu aies le bon endroit stratégique. Puis nous, notre main-d'œuvre, on a besoin qu'elle soit spécialisée. Fait que ça va peut-être être d'acquérir des petits joueurs qui l'ont plus difficile présentement pour aller être capable d'aller s'implanter un petit peu plus loin en région. Mais c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain de trouver la bonne boutique au bon prix qui a un fit avec notre ADN pour qu'on puisse le grossir puis qu'on puisse l'amener à un autre niveau. C'est sûr qu'on va continuer dans le vélo. Le vélo est un marché super important pour nous. On a une très bonne notoriété dans le vélo de montagne. On veut continuer à grossir dans le vélo de route aussi, qui est un domaine qui est là puis qui ne va pas partir. Tu sais, c'est un sport que tu peux pratiquer à l'année si tu veux. Moi, j'ai ma base d'entraînement puis je continue de rouler même l'hiver. Fait que tu sais, c'est d'avoir de la croissance sur différents axes. Fait que tu sais, oui, on continue de percer le marché canadien. Dans les magasins, on veut être plus fort avec notre mix, tu sais, notre pourcentage vélo versus la saison hiver. Puis d'acquérir des nouvelles branches pour Auberson. Fascinant. Et bon, des petites questions personnelles avant de te laisser filer, Alexandra. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent. Qu'est-ce que peut-être marqué leur imaginaire sur des lectures d'affaires? Est-ce que tu auras un livre à partager, à recommander à notre lecture d'affaires. Ben, je pense que dans les lectures d'affaires, une que j'ai beaucoup aimée, c'est Be Happy ou Beyond Happiness, selon comment tu le lis. Ça, c'est un des livres que j'ai beaucoup aimé parce que ça traite beaucoup de comment tes ressources à l'intérieur de ton entreprise doivent s'aligner pour que l'entreprise ait une synergie puis que tout le monde soit heureux puis qu'on crée de la valeur au final. Parce que tu peux être bien dans une entreprise, tu peux avoir tu peux avoir la cafétéria, jouer au pool puis tout ça, mais nous, on n'est pas capable de donner ça dans notre entreprise. Tu sais, je peux pas avoir des employés qui s'en vont jouer au pool. Ce que je veux, c'est qu'ils soient en service conseil. Fait que comment, dans une entreprise comme la mienne, je fais en sorte que les employés sont bien, sont heureux, sont reconnus. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié.
un livre aussi que j'ai passé à mon associé récemment, parce que j'ai dit là, il faut que tu lises ça, parce que des fois, contrairement à moi, puis c'est ce qu'on aime, c'est qu'on n'est pas pareil, il va plutôt être dans la continuité. Think Again, qui est quand même un livre super connu, mais qui dit justement, tu peux pas rester dans la continuité, parce que si tu restes dans la continuité, tu vas tomber dans l'obsolitude. Fait que ce livre-là, je m'y réfère souvent. Pour quand je veux juste m'asseoir puis peut-être t'as moins le couteau entre les dents, je trouve que c'est bien écrit, puis ça te donne vraiment le petit coup de pied dans le derrière que ça te prend pour dire OK, on se remet à la planche à dessin, là, puis what's next. Intéressant. Podcast, est-ce que tu en écoutes? Podcast, moi, c'est là que je vais dans toutes les directions. Fait que oui, hyper-croissance, les dérangeants, des trucs comme ça qui sont plus business, mais j'apprécie beaucoup justement élargir mes horizons quand c'est des podcasts. Fait que tu sais, je suis une fan de dérive, tu sais, écouter toutes les conspirations puis défaire les mythes pharmaceutiques. Tu sais, aussi vraiment, tu sais, un que j'ai écouté là, puis que j'écoute encore beaucoup, Kwekwe, qui parle des Premières Nations. Je trouve ça super intéressant. Fait que tu sais, même mon ado qui est le plus vieux, a passion pour les montres. Il écoute un podcast là, qui parle de montres comme pas possible, mais juste d'écouter des gens passionnés parler de leur sujet de prédilection, moi, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est vraiment comme ça que tu fais un petit peu ton apprentissage global de ce que je comprends dans différentes sphères. Ben, en fait, pour moi, le podcast, là, c'est vraiment là, comme sors-moi de ma zone, apprends-moi d'autres choses. Mon cerveau, il a besoin de pas tout le temps être dans mon industrie du ski puis ma croissance. Amène-moi ailleurs. Puis, tu sais quoi? Des fois, là, ça fait juste du bien, mais j'aime ça être dans l'apprentissage. C'est ce que ça dit. Tu sais, j'aime ça apprendre des nouvelles choses tout le temps. Et pour terminer, routine. À quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail? Et j'imagine que ça va être relié avec du vélo. Ben oui, mais moi, la routine, là, pour moi, là, c'est ce qui fait en sorte que tu es tout le temps, ben je veux pas dire bon, mais que tu es constant, que tu es capable de faire ce qui est difficile de faire quand ça te tente pas. Tu sais, la motivation, c'est une tank à gaz là, qui dure comme 1 heure pour bien des personnes ou 1 semaine pour d'autres personnes. Moi, là, la routine, là, c'est clé. Fait que oui, je me lève le matin, c'est mon 5 à 7, je m'en vais sur mon vélo, je pédale, ça me vide le cerveau, je fais le lunch de mes enfants, je vais les mener à l'école puis je vais travailler. Fait que tu sais, oui, je suis routinière là-dedans, mais en même temps, ça me permet de tout faire ce que j'ai à faire dans une journée. Je suis une hyper active. Là. Moi, le classique, là, j'ai loadé là, des rendez-vous, là, puis tout est à minute près parce que je veux pas enlever quelque chose à mon agenda. Je veux être capable de tout faire. Fait que, tu sais, ma routine le matin, je me lève, je pédale. Après ça, évidemment, les enfants à l'école, boulot. Puis quand je reviens, ben là, c'est le temps que je vais passer avec mes enfants beaucoup, tu sais, les devoirs, poser des questions, comment ça a été. Le temps familial aussi est super important. Puis ce qui est important aussi dans une routine, c'est des fois être capable d'en sortir. Fait que moi, vivre des aventures, tu sais, puis c'est pas tout le temps à aller en héliski ou faire des choses extraordinaires. Tu sais, être au Québec en vacances, aller faire du canot camping, me retrouver en nature. Mes plus beaux souvenirs, c'est des moments que j'ai passés en montagne avec mes parents. J'espère que mes enfants, ça va être la même chose. Fait que tu sais, de se prévoir des moments pour sortir du quotidien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Ça peut être aller au camping à Oka. Juste de sortir pour vivre pleinement une aventure, préférablement dehors en nature. Ça fait assurément partie de ce qu'il faut que je coche dans mon année. Fantastique. Écoute, c'est totalement fascinant comme entretien, Alexandra. Et si on veut en apprendre un peu plus sur Robertson, meilleur endroit pour vous rejoindre? À la boutique. Et on va te voir. À Brossard, on va te voir. À Brossard, à Laval, même à l'entrepôt. Je fais tout, mais le dimanche, à Brossard, je suis tout le temps là. Bon, ben c'est un rendez-vous pour les gens qui veulent rencontrer Alexandra Robertson. Alexandra, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. L'histoire de ton père Maurice, d'être venu de Suisse, avoir lancé son entreprise au Canada, d'avoir fait grandir à travers le temps, une belle reprise, une belle croissance également qui se déroule. Donc, toutes mes félicitations. C'est assez exceptionnel ce que vous avez été capable de faire. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.